Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Lutetia RS de 2003. Donc les amis, nous voilà partis pour le test de cette Lutetia RS de 2003. Donc vous n'avez peut-être même jamais entendu parler de la Renault Lutetia. Sauf bien sûr si vous regardez habituellement mes vidéos, vu que j'avais déjà parlé de ce modèle lors de la présentation de Carcoy, une entreprise qui fait venir des véhicules depuis le Japon. Et donc, les plus attentifs l'auront reconnu instantanément. Oui, il s'agit bien d'une Clio 2 RS, sauf que cette Clio est vendue au Japon sous le nom Lutetia, qui fait référence bien sûr à Lutèce. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'est-ce qu'est une Renault Clio, parce que clairement tout le monde la connaît ici en France, un véhicule extrêmement populaire, qu'on croise encore d'ailleurs très souvent sur nos routes. Aujourd'hui donc on est sur une finition japonaise appelée Lutetia et bien sûr la version sport, la version RS. C'est une phase 2, donc on la reconnaît à ses feux qui sont différents. Ils montent un petit peu plus haut sur les ailes et c'est motorisé donc par un 2 litres 4 cylindres atmosphérique qui développe 172 chevaux. Alors forcément, les fans de Renault vont vouloir savoir absolument quelles sont les différences entre une Lutetia et une Clio. Et ben vous allez être déçus parce que globalement, il y en a quasiment pas en fait. La seule différence vraiment visible en fait, c'est déjà le sigle Lutetia à l'arrière qui remplace le logo Clio. Et vous avez tous les autocollants à l'intérieur qui vous donnent normalement des directives en français ou en anglais. Là, tout a été remplacé par des emblèmes en japonais. Le modèle que je teste aujourd'hui est d'ailleurs strictement d'origine. Il n'a subi aucune modification. Et je crois que la seule option qui est sur ce véhicule qui était proposé à l'époque, ça devait être une sono avec un chargeur CD. Et esthétiquement, clairement, cette Renault Sport ne fait pas très sport. Elle n'a pas un look exubérant, elle n'a pas d'appendice aérodynamique, l'aileron derrière est ridiculement petit, même les jantes sont pas si sport que ça. Clairement, si on n'avait pas le logo Renault Sport à l'arrière, on pourrait passer à côté de cette voiture sans vraiment soupçonner qu'il s'agit d'un modèle sport. Autre grosse surprise, vous n'avez pas de sortie d'échappement visible sur ce véhicule. L'échappement est sous le plancher à l'arrière. On le voit pas du tout. J'ai d'ailleurs assez galéré pour réussir à le filmer avec ma caméra. En plus, vous pouvez entendre que en roulant normalement en ville, cet échappement est parfaitement discret. On ne l'entend quasiment pas. Bon, depuis tout à l'heure, vous voyez que j'évolue en ville avec cette Clio et on retrouve vraiment les caractéristiques d'une Clio. C'est très facile à utiliser en ville. La voiture est petite, maniable. On a une visibilité autour de nous qui est vraiment bonne. On n'a pas trop d'angle mort. Au final, on retrouve bien les caractéristiques citadines de la Clio. Le fait que ce soit une version RS ne change absolument pas son côté pratique en ville. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête de l'appeler Clio, c'est une Lutetia. Une des grosses différences de cette finition RS par rapport à un modèle classique, ce sont les sièges. On a des sièges en cuir et en alcantara. Les côtés remontent assez haut, c'est quasiment des sièges baquets. Et franchement, on est très bien dedans, on est bien maintenu. Même quelqu'un d'un peu gros comme moi, voire même de très gros, est finalement assez à l'aise dans ce véhicule. Et on retrouve l'Alcantara aussi sur les intérieurs de porte et à l'arrière. D'ailleurs, on peut voir que la banquette arrière est exactement dans la même finition que les sièges avant, c'est-à-dire cuir et Alcantara. Vraiment, quand vous êtes en ville et que vous voulez rouler cool avec cette voiture, c'est tout à fait faisable. Là, je roule à peine 1500 tours, je cruise à 40 en quatrième. Le moteur fait aucun bruit, il n'y a pas de vibration. Le seul bruit que j'entends actuellement, c'est la clim, parce que je l'ai allumé pour refroidir les caméras. Mais franchement, c'est très très discret. Donc je vous l'ai dit, au niveau de la mécanique, on est sur un 4 cylindres 2 litres de 172 chevaux. C'est couplé avec une boîte mécanique à 5 rapports.
Et pour l'instant, la boîte, elle fonctionne parfaitement bien. Elle est plutôt bien étagée, mais on a quand même l'impression que les rapports sont un peu courts. On verra ce que ça donne en accélérant un peu plus fort tout à l'heure. Le pommeau de levier de vitesse est assez agréable, il est avec du cuir. Mais c'est vrai que sur ce genre de véhicule, on a été plus en droit d'attendre une finition vraiment sport avec un pommeau en alu. Là, c'est un cran en dessous. D'ailleurs, la finition globale du véhicule, une fois de plus, même pour un véhicule sport, c'est très basique. L'intérieur est essentiellement noir, vous avez que le ciel de toit qui est un peu plus clair. Et on retrouve le fameux volant Renault. Là, il est juste siglé Renault Sport avec la très grosse partie centrale pour laisser place à l'airbag. C'est clairement une pièce que j'ai toujours trouvée moche et ça, peu importe sur quel modèle ça pouvait être installé. Par contre, le cerclage du volant est lui plutôt bon. On a des emplacements afin de mettre nos mains et de rouler un peu plus sport. La prise en main est bonne, mais la finition et même le toucher, on sent que c'est pas haut de gamme du tout. Allez, j'accélère un petit peu. Là, on entend un petit peu l'échappement. Et tout de suite, ouais, il y a des performances. On n'est plus habitué à ce genre de moteur parce que maintenant, la plupart des voitures de ce genre sont équipées de moteurs turbo. Là, on est encore sur un moteur atmosphérique et donc, ça prend des tours, ça monte dans les tours, c'est relativement linéaire. On n'a pas le coup de pied au cul et le couple à bas régime qu'on a sur une Clio 4 ou 5, bien sûr. La direction sur cette voiture est assez lourde. Je sais qu'il y a une direction assistée, mais clairement, on n'a pas du tout les sensations, pareil, d'un véhicule plus récent où on ne sent même plus nos roues bouger. Là, c'est un peu plus à l'ancienne. Au début, je me demandais même s'il y avait vraiment une direction assistée. Donc les amis, comme d'habitude, on va essayer de tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'on est sur une voiture motorisée par un 4 cylindres 172 chevaux, moteur atmosphérique. Elle est donnée pour un poids tout plein fait d'environ 1 tonne 100. Il n'y a pas vraiment d'aide sur cette voiture. On a bien sûr l'ABS, mais c'est à peu près la seule aide électronique qu'on a. Et je le reprécise pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il s'agit d'une traction. On est parti. Let's go, voyons ce que ça donne. Donc bien sûr, je vous dis à quel moment j'arrive à 100 km/h. Let's go. J'accélère à fond, ça prend 7000 tours, je passe la 2, on remonte encore à 7000 tours et 100. Donc 100 en fond de deuxième. Maintenant, je freine. Le freinage a l'air d'être performant, mais clairement, on n'a pas... le côté assisté qu'on pourrait avoir sur un véhicule récent. Là, il faut mettre de la pression sur le frein. Je vais maintenant utiliser cet espace pour voir s'il est possible de faire demi-tour en une seule fois. Alors, je braque à fond. Voyons si ça passe. Ouais, ça a l'air de passer. Après, ça reste une Clio. Ça passe en une seule fois. Donc, on retrouve bien là le caractère de citadine. C'est facile et facilement manœuvrable. Allez, on est reparti pour une accélération et ensuite j'essaie de faire vraiment un gros freinage pour voir comment ça se comporte. Let's go! Allez, je suis en deuxième. Et maintenant, je ralentis. Ouais, clairement... le freinage est un peu décevant selon mes standards. On a du mordant lorsqu'on commence à freiner, mais lorsqu'on veut vraiment piler, qu'on met énormément de poids sur la pédale, il n'y a pas beaucoup plus de mordant derrière. Ça, c'est assez décevant. Sur cette machine, bien sûr, on est équipé de freins à disque à l'avant, à l'arrière. Les disques sont pas très visibles parce que le design des jantes est avec des grosses branches. Et d'ailleurs, sur cette voiture, vous avez des jantes en 16 pouces. Dans ce rond-point, la prise d'info est impeccable. Et je réaccélère à la sortie. Tout de suite, ça prend des tours. Et quand on arrive à 5000, on a l'impression que le moteur il reprend de la vigueur. Après, je rappelle qu'il s'agit d'un moteur 16 soupapes. Donc ces moteurs ont toujours tendance à donner le meilleur d'eux-mêmes à assez haut régime. Là, clairement, on sent que vers 5000... c'est là où le moteur commence vraiment à tout donner.
Alors sur cette Lutetia, comme je vous ai dit, on a exactement tout comme dans une Clio. Donc si vous connaissez la Clio 2, vous connaissez tous les boutons qui sont sur ce tableau de bord. Vous avez bien sûr tous les commodos derrière le volant qui sont extrêmement classiques. On a tout qui est encore à aiguille sur ce modèle, aussi bien la vitesse, le contour, la réserve de carburant que la température. Tout est encore indiqué par des aiguilles et perso j'aime bien. Sur cette machine, on a quand même des petits écrans à cristaux liquides qui sont à rétroéclairage orange, ce qui fait un peu vieillot maintenant, il faut l'avouer. Un pour vous donner le kilométrage de la machine, un autre au milieu qui vous donne une horloge, la température et aussi toutes les infos liées à l'autoradio, et un dernier plus bas pour l'état de la climatisation. D'ailleurs, il faut l'avouer, hein, l'intérieur de cette voiture n'était pas déjà dingue à l'époque et ça a clairement mal vieilli. On a certains plastiques qui, au fil des années, ils perdent un petit peu en effet de texture. Ça devient assez désagréable au toucher. Et ça, malheureusement, c'est pas typique à cette finition RS. C'était globalement sur toutes les Renault de cette époque-là. Je suis vraiment toujours autant surpris par le côté cool à bas régime, hein. On peut vraiment cruiser et utiliser ça comme une voiture standard. C'est uniquement quand vous mettez le pied dedans que là, le moteur, il se réveille et ça part. Alors ici sur les pavés, ça renvoie un petit peu de vibration, mais rien de vraiment choquant. Pour une version sport, on pourrait s'attendre à pire. Je dirais que pour l'instant, le problème, c'est qu'elle est tellement cool en finale à bas régime qu'on en oublie quasiment que c'est une version sport. Et donc, on n'utilise plus les performances, on oublie qu'on a des performances si nécessaire. C'est un peu contre-intuitif. Mais dès que vous voulez monter dans les tours, clairement, ça marche. Je suis en 2 à 3500 tours, j'accélère à fond, on est en forte pente. Ouais, c'est vraiment vers 6-7 000 qu'on l'entend un peu cet échappement. Et maintenant je freine. Ouais, il y a du mordant, mais je le redis, le freinage c'est pas dingue. Maintenant me voilà sur un petit Dodane que j'ai pris à 25 km/h. Les suspensions sont assez souples et relativement confortables, hein. Une fois de plus, venant d'un véhicule sport, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ferme. Là je le prends un tout petit peu plus vite. Et oui, ça a tendance à pas mal s'enfoncer, hein, sur les gros chocs quand je descends d'un Dodane. C'est assez surprenant. Allez, on réaccélère un bon coup. Ouais, c'est vraiment trop bien ce moteur quand on commence à taper dedans. Entre 3 et 5 000, c'est déjà sympa. Et au-delà de 5 000, c'est très sympa. Allez, montons un peu dans les tours. On arrive dans une succession de virages. Les vitesses s'enchaînent sans problème. La boîte de vitesse est vraiment très bonne. Et là, quand on arrive dans les virages et qu'on fait le con, là on redécouvre cette voiture. Là elle est bien. Là on se marre. Il y a assez peu de roulis. Par contre, les freins sont vraiment pas au niveau du reste, hein. Quand on reste à 6-7 000 tours, la machine c'est une furie. Et au final, cette succession de virages n'aura pas été assez longue pour que je puisse réellement juger. La voiture est trop bien, mais ça va trop vite. Ça va déjà trop vite. 172 chevaux, c'est au final déjà trop si on veut être un minimum dans la légalité sur route. Tout en sachant qu'après, il y a une autre génération de cette voiture qui avait le moteur qui lui faisait 182 chevaux. On dira que cette voiture, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un sleeper. On passe à côté sans la remarquer et en fait, ça marche vraiment super fort. Je rappelle que les seules choses qui vous indiquent qu'il s'agit d'un modèle sport, c'est le logo sport à l'arrière et le petit 2 litres 16V sur le côté. Sinon, c'est une voiture tout à fait banale, on passe à côté sans la remarquer. Mais de toute façon, j'avais assez peu de doutes sur l'efficacité de ce modèle, vu que c'est une voiture qui est très présente sur les circuits. Et clairement, je pense que même au Japon, cette Lutetia RS était essentiellement destinée à des gens qui voulaient faire de la piste de temps en temps.
Alors forcément, avec une voiture qui incite quand même à faire un peu le con, il faut l'avouer, la consommation est très fluctuante en fonction de votre façon de conduire. Si vous restez à rouler à bas régime, comme je le faisais en début de vidéo, vous pouvez rouler à 7 litres 5, 8 litres au 100, sans trop de difficultés. Mais dès que vous allez essayer d'utiliser réellement les performances du moteur, vous allez monter à 10 litres. Ça, et sur circuit, vous pouvez monter encore bien au-delà. On va faire maintenant un petit passage sur l'autoroute. Allez, je vais faire une belle accélération. Je me mets en 3 et j'accélère. Oui, c'est là que c'est bon. Bon, actuellement, je suis stabilisé à environ 110. Je suis à peu près à 3000 tours. Clairement, une sixième n'aurait pas été de trop. On aurait abaissé le régime moteur et donc on aurait pu cruiser sur l'autoroute sans forcément consommer énormément. Le bruit est assez présent quand même. On peut dialoguer dans la voiture, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez encore très bien. Mais si vous voulez vraiment faire de très longs trajets sur l'autoroute, le bruit peut devenir assez vite pénible, je pense. Là, je vais faire un test de relance. Je suis à 110 en cinquième. J'accélère à fond. Donc 120, 130 et 140. Donc en cinquième, la réaccélération à mi-régime n'est pas dingue. Mais en même temps, une fois de plus, c'est un moteur qui demande à être dans les tours pour vraiment s'exprimer. Donc si vous voulez de la grosse réaccélération, il faut descendre d'un rapport. Bon, la prise d'info, comme je le disais tout à l'heure, est plutôt bonne. Le seul problème, comme sur la plupart des voitures, c'est les montants à l'arrière qui sont un peu larges. Surtout qu'aujourd'hui, on est bien sûr sur une RS, donc une finition en 3 portes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de l'habitabilité à l'arrière. J'ai essayé bien sûr de monter derrière et globalement j'ai été assez surpris. Je vous donne mes impressions en temps réel. Donc vous pouvez voir que l'accès aux places arrière n'est pas si compliqué que ça. Moi, je fais 1m70, j'arrive à me mettre à l'arrière sans difficulté, j'ai suffisamment de place, je ne touche pas le plafond, j'ai encore un petit peu de marge, et clairement, les sièges sont plutôt bons. On est vraiment bien assis. Je peux bien sûr refaire venir le siège conducteur. Là, il est quasiment reculé au maximum et j'ai encore un peu de place. Donc finalement, les places arrière sont plutôt accueillantes sur cette voiture. Et en plus, on a la chance sur ce modèle d'avoir quelques rangements sur les côtés et aussi dans les sièges devant. Donc au final, on est vraiment pas mal. Le seul souci, c'est qu'à l'arrière, les vitres ne s'ouvrent pas du tout. Ensuite, concernant tout ce qui est rangement, on retrouve la même chose que sur les autres Clio, Lutetia. On retrouve bien sûr des rangements dans les portes qui sont assez volumineux, il faut l'avouer, assez profonds. On a une boîte à gants relativement standard. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que dans cette boîte à gants actuellement, il y a un lecteur de carte qui vient du Japon. Je pense que c'était pour les péages autoroutiers là-bas. Et ça explique également pourquoi, lorsqu'on démarre le véhicule, on a une voix en japonais qui nous parle. Les autres rangements, sinon, sont sur la console centrale. Vous avez un petit vide-poche tout en haut, un autre en bas qui sert aussi de porte-gobelet. Et bien sûr, vous avez un coffre d'une taille tout à fait standard. Vous pouvez rabattre les sièges si nécessaire afin d'avoir encore plus d'espace. Franchement, c'est une voiture qui est vraiment utilisable au quotidien. C'est sa vraie force. Allez, ici, on accélère fort. 4000 tours, 5000, 6000, 7000 tours. Donc on peut se demander quel est l'intérêt maintenant de faire venir une Lutetia RS en France alors qu'on a eu en France, nous, les Clio 2 qui étaient quasiment identiques. Eh bien tout simplement car maintenant, ce véhicule est un peu ancien, devient de plus en plus rare, la cote augmente et il y a aussi des passionnés Renault et RS qui cherchent vraiment l'exclusivité, la petite différence, le modèle que les gens ne connaissent pas et avoir cette voiture officiellement en provenance du Japon avec cette désignation Lutetia, eh bien il y a un marché de niche qui est intéressé par ce genre de véhicule. Après, il est vrai que techniquement elles sont pareilles. L'autre avantage de les faire venir du Japon, c'est que souvent là-bas, elles sont maintenues
en bon état. Vous savez que les Japonais sont réputés assez soigneux. Et aussi, elles ont relativement peu de kilomètres, ou du moins bien moins de kilomètres qu'un modèle équivalent de la même année d'occasion en France. Les Clio 2 RS sont de plus en plus recherchés et de plus en plus chers. Maintenant, un modèle comme celui-ci, en provenance du Japon, qui aurait environ 100 000 km et maintenu d'origine en bon état, ça vaut dans les 9-10 000 euros. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Lutetia RS de 2003, aussi appelée en France, vous l'aurez compris, Clio 2 RS phase 2. Si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette voiture, que ce soit bien sûr sa version française ou une Lutetia, eh bien mettez ça dans les commentaires. Dites-nous quels sont les points à surveiller lors d'un éventuel contrôle en vue d'un achat d'occasion. Ce sera intéressant. Je tiens encore à remercier Laurent de la société Carquois de m'avoir prêté cette voiture afin que je puisse la tester et vous présenter cette Lutetia. Car clairement en France, on ignore pour la plupart que cette voiture a une autre dénomination au Japon. Et je vous laisse d'ailleurs les coordonnées de sa société Carquois si jamais vous êtes intéressé par un véhicule en provenance du Japon ou d'ailleurs. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, bye à tous! Clairement, cette Clio, pour moi, c'est une véritable surprise. Elle est bien dans tous les domaines. La seule chose qui, moi, personnellement, fait que j'en achèterai très certainement jamais, c'est son look. J'ai jamais aimé le look des Clio.